Donc, j'essayais de vous dire qu'il faut constamment situer l'auteur, situer les faits, et vous dire, quand vous lisez un texte, quand vous entendez un discours, quand vous écoutez une information, il faut constamment situer celui qui parle, le temps, quand, comment, le pourquoi, et réfléchir. Réfléchir et le situer, contextualiser, voilà, contextualiser. Bien. Je vous ai dit, j'ai dû vous dire que dans la volonté d'instituer un système démocratique, de construire une société dans laquelle l'espoir est permis. Il y a eu les révolutions françaises. Je vous ai dit que l'égalité entre les hommes n'était pas perçue parce que ce sont des sociétés éminemment masculines, patriarcales, on dit. Donc, l'idée même d'envisager qu'une femme ou que les femmes puissent avoir un autre rôle que celui de faire des enfants, de procréer et d'être au service des hommes, n'effleurait même pas les pensées. Mais, ce qui ne veut pas dire qu'entre-temps, quand dans le même laps de temps, il n'y avait pas les luttes. Je vous ai dit que Olympe de Gouges, pour ne citer qu'elle, et d'autres femmes, il y a d'autres femmes, c'est le nom qui me vient en tête, a écrit une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, en reprenant, parce qu'elle a participé à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle a demandé les mêmes droits, pardon. En demandant les mêmes droits, bien vous savez, on l'a pendue, bien entendu. Donc il a fallu des siècles et des siècles pour qu'il y ait transformation, non pas seulement idéale, car les femmes, entre les femmes, tenaient salon. Tenir salon, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui, qu'elles faisaient des conférences, qu'elles faisaient des débats, qu'elles organisaient des débats et des conférences chez elles. Elles recevaient tous les écrivains, tous les hommes politiques, pour discuter de la situation, pour échanger. Donc vous voyez, les femmes ont toujours eu un rôle essentiel. Elles ont toujours contribué à la transformation au mieux des sociétés. Et il a fallu longtemps avoir tant de luttes pour que le patriarcat, c'est-à-dire que ce pouvoir, que la domination masculine, pour reprendre le titre de Pierre Bourdieu, de l'ouvrage de Pierre Bourdieu, eh bien, il a fallu longtemps, et il reste encore jusqu'à nos jours, difficile. Dans certaines sociétés, il reste difficile d'imposer, même quand la loi, même que je vous ai parlé de l'article 19 qui impose l'égalité homme-femme, le droit et la vision d'une société à un moment donné du temps. Est-ce à dire que ce droit est concrétisé? Là est la question. Là est le débat. Entre le texte et la pratique, entre la théorie et l'action, eh bien, il y a un grand groupe qui est lié, qui nous renvoie systématiquement à l'éducation. Pour qu'on puisse parler d'égalité, pour qu'on puisse parler de libéralisme, que ce soit le libéralisme politique ou du
parle pas du libéralisme économique. Que ce soit le libéralisme politique, même le libéralisme économique. Pour qu'on puisse parler d'égalité, de liberté d'agir, eh bien, il faut que les esprits soient imbibés de cette culture libérale des origines. La culture libérale des origines, c'est celle qui fait que le libéralisme, c'est une conception de l'existence, une philosophie de l'existence. On peut l'appeler une idéologie, pour reprendre l'expression de Piketty dans Capital, idéologie et capital. Donc, vous voyez, plusieurs approches. Eh bien, il faut qu'il y ait l'éducation. L'éducation libérale, c'est celle qui privilégie l'individu, la liberté totale de l'être. Quand on dit liberté totale, évidemment, il ne s'agit pas d'une liberté de faire ce qui peut nuire à autrui. C'est une liberté qui respecte la loi, c'est une liberté, on dirait, encadrée. Une liberté encadrée. Alors la liberté, elle consiste en la volonté de l'individu, que notre volonté ne soit pas soumise, ne soit pas sujette à la volonté d'autrui. Qu'on soit, être libre, ce n'est pas, c'est pouvoir penser, pouvoir vivre librement, c'est ne pas avoir cette peur, ne pas avoir la peur d'être stigmatisé constamment pour ses actions. Or, la liberté, l'éducation est un élément fondamental pour le libéralisme. Dans une société dans laquelle le libéralisme économique, je vous ai expliqué, je vous ai dit les grandes lignes, les grands principes, globalement, les grands schèmes, les grands modèles, comme français, anglais et qui rejoint américain, les grands courants. Eh bien, le libéralisme, d'origine, est fondé sur la liberté de l'individu, la liberté de penser, la liberté religieuse. Et l'éducation libérale, c'est une éducation qui place l'individu dans une vision laïque, c'est-à-dire la vision laïque des origines, c'est une vision qui considère que l'individu est un, est indivisible, il est respectable, quelles que soient ses religions, quelles que soient ses opinions. Donc, vous voyez, l'éducation libérale impose l'école, la formation commune, une formation commune, et elle impose le concours, l'égalité des chances. Ça, l'éducation libérale, l'égalité des chances. Le concours, le bac, départ. La compétition, c'est le concours. L'égalité des chances, quand vous avez des compétences et que vous n'avez pas les moyens matériels de continuer, dans une société, eh bien, on vous donne une bourse. On vous donne, c'est-à-dire que c'est une société
méritocratique. On va inventer, on va créer un système dans lequel les inégalités matérielles, les inégalités d'argent, de milieux socio-économiques sont atténuées par les concours, par la compétition, par ce que vous faites. Vous venez, pardon, à défaut, excusez-moi, à défaut d'avoir un enseignement élitiste, eh bien, vous avez la possibilité de suivre des études à l'université. Les études à l'université sont les résultats, université publique s'entend, pardon, sont les résultats du libéralisme des origines. C'est-à-dire, on a une éducation on va créer un système dans lequel il y ait des institutions qui permettent aux hommes d'avoir l'espoir de s'en sortir par leur travail, par leur mérite. Et c'est l'école, l'université, le concours, la compétition, mais une compétition selon les règles de l'art, c'est-à-dire une compétition juridiquement légale. Voyez, enfin, donc vous voyez l'impact du libéralisme des origines. Vous vous souvenez, qui prennent en considération l'être humain. Et tout ça nous renvoie donc à cette volonté de construire une société dans laquelle les hommes ont l'espoir d'améliorer leurs conditions d'existence par leur travail, par leurs efforts. Et c'est ce qui permet ce qu'on appelle les sociétés libérales. Mais la question qui se pose, est-ce que une société dans laquelle le collectif prime sur l'individuel, est-ce qu'on peut dire qu'elle permet la liberté individuelle? Difficile. C'est très très difficile de répondre à la question, mais à chacun d'apporter la réponse qui est adéquate. Donc, pour ce qui est de du libéralisme, l'un des grands courants de pensée, qui a à la fois été, à un moment donné de son histoire, a été révolutionnaire. C'est l'apport des droits de l'homme, privilégier l'individu, privilégier l'humain, favoriser l'égalité entre les hommes, à défaut d'une égalité réelle, une égalité dans l'accès aux fonctions, une égalité dans l'accès à la propriété, une égalité dans l'espoir d'un vivre mieux. Donc vous voyez, tout cela fait que le libéralisme des origines, une fois mis en pratique, eh bien, je prends l'exemple de la France, quand le libéralisme est devenu une idéologie d'État, excusez-moi, il fait un peu froid dans la salle, donc je sens le froid. Donc quand le libéralisme est devenu une idéologie d'État, c'est-à-dire qu'on l'a appliqué au sein du gouvernement, eh bien, quand les idées deviennent pratiques, la première des choses, la première des décisions qu'ont pris les libéraux a été d'interdire les réunions, d'interdire
le syndicalisme, d'interdire les regroupements qui défendent la liberté du travail. Donc on s'est retrouvé dès le départ entre la liberté de l'individu et la liberté du travail. Et donc, il y a eu des lois sont venues interdire la liberté de regroupement, et dans le cas de la France, ce n'est qu'en 1881, que 1789, 1791, 93, 1848, l'échec des révolutions du printemps des peuples, le retour de le Second Empire de décembre 1951, coup d'État de Bonaparte, Napoléon III. Donc vous voyez, retour, un mouvement de balancier entre liberté, autoritarisme. Et c'est ce qu'est la naissance de... On a maintenu les élections, on maintient les élections au suffrage universel. Suffrage universel, seuls les hommes votent, pas les femmes. Donc vous voyez l'intérêt de situer dans le temps quand on parle d'un fait. Donc, suffrage universel que pour les femmes, 1848. 1851, 2 décembre, coup d'État, retour à l'An Second Empire, et ce n'est qu'en 1881, entre-temps, dans ces périodes-là, il y a la critique du libéralisme. La critique du libéralisme, elle vient de la défense du monde des travailleurs, de la défense de l'individu contre l'autoritarisme du pouvoir de l'État, contre la domination de l'économique sur l'individuel. Et donc, on a, entre-temps, il y a des écrits en 1848, il y a des écrits de syndicalistes, de gens qui prévoient les regroupements, les sociétés de résistance qui sont les ancêtres des syndicats. On va penser comment organiser la défense du monde du travail face au pouvoir politique. Et des hommes se battent pour essayer de trouver, d'organiser, ils sont arrêtés, ils sont poursuivis, emprisonnés, ils vont essayer de construire des groupements syndicaux. Et ce n'est qu'en 1881 que la liberté d'association et de regroupement est autorisée. Et je crois que c'est en 1884, il a fallu attendre 1906, je crois, comme ça, pour que le syndicalisme s'affirme. Et le syndicalisme qui s'est affirmé pourquoi? Parce qu'il y avait un Allemand, Karl Marx, il y a d'autres Français, je vous renvoie au livre de Touchard sur les mouvements, la critique du socialisme et les mouvements, le socialisme marxiste et le socialisme non marxiste, parce que ce serait trop long, on n'a pas le temps. Et donc, Karl Marx, il y a un Allemand. Karl Marx vit dans une société dans laquelle il y a déjà l'industrialisation de la société allemande. Il vit dans une société dans laquelle, lui, en tant que juif, ils sont une minorité. Et ses écrits, ses écrits visent à créer une société dans laquelle les hommes ont chacun
selon ses besoins et non pas selon ses capacités, selon ses besoins. Et il écrit le fameux livre dans lequel il dit, j'ai oublié le manifeste du Parti communiste, dans lequel il lance un appel de ralliement: prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Il l'écrit, je crois, en 1848, et avec les mouvements qui existent en Allemagne, en France, en Angleterre, aux États-Unis, eh bien, il crée ce qu'on appelle la Première Internationale, c'est-à-dire des regroupements, des organisations qui vont essayer de réunir l'ensemble des défenseurs du monde du travail au-delà des frontières. Bien. Donc, Karl Marx s'interroge, écrit d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle Le 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte. Le 18 Brumaire, c'est, moi je vous ai parlé c'est la date, le 18 Brumaire, c'est le mois du calendrier, le calendrier révolutionnaire de français, en 1793. Et ça s'appelle, et dans ce 18 Brumaire de Napoléon, c'est-à-dire dans le coup d'État de Napoléon Bonaparte, Napoléon III, Karl Marx analyse la question de la société du pouvoir en France et la question de l'échec de la révolution de 1848, dans laquelle le suffrage universel a été obtenu et dans laquelle il y a eu un recul des défenseurs de l'égalité, des défenseurs du monde du travail, et l'échec de ce qu'on appelle la certitude presque que la révolution est glacée, selon le mot de certains auteurs, de certains révolutionnaires. Et donc, dans ce livre, dans ce petit opuscule, Karl Marx explique pourquoi, en France, il y a eu l'échec, le retour de Napoléon Bonaparte, Napoléon III, le retour de l'Empire. Il explique que le suffrage universel a été donné aux Français sans une éducation, sans formation, et que le monde d'ouvriers, quand on est le monde des ouvriers, le monde des paysans, les paysans et les ouvriers, et surtout les ouvriers, ne connaissaient rien d'autre que leur patron. Donc en leur donnant la liberté de choisir, ils ne pouvaient choisir que les personnes qu'ils connaissaient, et qui se présentaient aux élections. Or, déjà à l'époque, qui se présentait aux élections et qui connaissait le paysan ou l'ouvrier? Eh bien, c'est le seigneur, le seigneur du village, le duc, l'homme d'affaires. Et donc, c'est comme ça que sont revenus au pouvoir ceux contre lesquels la révolution s'est faite. Et donc, le 18 Brumaire apporte l'explication de pourquoi il nous apporte un concept que vous devriez connaître, le césarisme démocratique. Le césarisme démocratique, c'est un système c'est un système politique dans lequel il y a un mélange d'élection au suffrage universel et le maintien d'un pouvoir autoritaire et le maintien de pouvoir dans lequel le syndicalisme, les syndicats n'existent pas, les syndicats sont combattus et la liberté de l'individuel est largement opprimée. C'est le césarisme démocratique, c'est-à-dire ce mélange d'élection au suffrage universel,
et maintien de pouvoir autoritaire, autrement dit, naissance d'un État autoritaire. Et sur ce, je ferme cette petite parenthèse dans laquelle je vous ai donné beaucoup de choses, l'intellectuel, et je reviendrai après sur les difficultés de l'applicabilité des idées et l'éternel débat entre est-ce que ce sont les idées qui changent le monde ou est-ce que ce sont les faits qui transforment les idées? Éternel débat de Karl Marx jusqu'à nos jours. À bientôt.